Lorsque quelqu'un fait ses premiers pas dans l'infinité du Maul, il rejoint malgré lui les légions. C'est un passage obligé, une épreuve nécessaire, même si seules les légendes comprennent, quoique difficilement, à quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai rencontré le mentor, lorsque je me suis retrouvé sur un front désertique, à observer l'horizon, à attendre un fameux rien qui ne viendrait pas pour avoir toujours été là. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Ces réalités entre deux. Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes. Entre nous, entre les quatre yeux du présent et l'imaginaire. Entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé. Entre deux réalités. Épisode 3. Le guetteur. Après avoir quitté le quai, le wagon et ses décombres, j'ai connu le long instant d'une vie d'errance dans le Maul, à chercher quel couloir emprunter plutôt que tel autre, afin de trouver quoi répondre à l'enfant. Mais après un long moment sans but, j'ai voulu apprendre à regarder au loin, à deviner dans les mirages lointains les réflexions du Maul. Par la vue, j'ai voulu apprendre à interpréter les pensées, par les formes, à déchiffrer les énigmes et décrypter les détails laissés à l'attention de nos hasards par les architectes de ce monde. Je me suis alors retrouvé à contempler l'horizon, perché sur une titanesque épave de chalutier, rongée par la rouille et sablée par l'air salé, comme couché sur le flanc au bord d'une rivière aux dimensions d'océan. Reposant sur ce qui ressemblait à un bloc de sable ou une plage balayée par de très longues ondulations d'une eau peu profonde, l'épave gisait comme un squelette archaïque qui devait avoir été laissé là par quelque folie d'un penseur des temps anciens du Maul, en signature d'un échec marquant à repousser les frontières de cette salle. L'épave s'élevait si haut, si large, si loin que son point culminant devait être bien à 100 mètres au-dessus du sol. Après une longue et pénible ascension de son flanc rouge-terre, je parcourais la longueur de la coque quand je vis au loin la silhouette assise d'un homme, tourné vers l'horizon de la marée. Le temps était totalement différent. Le temps qui passait avec lui à ses côtés, c'était... Je saurais pas dire s'il m'a pris plein ou rien, parce que... On a passé beaucoup de temps ensemble, mais c'est passé à une allure, en fait... Je sais pas si au courant, il est guetteur, ce type. Guetteur, en gros, t'es là à un point stratégique. Et tu surveilles, t'attends et tu surveilles quoi. Et en gros tu rends compte. T'es là et puis observateur, tu rends compte. Là c'était en l'occurrence plutôt une ligne de front, un endroit stratégique, un endroit sensible, surtout sensible. C'était un point sensible où il y a des choses qui nous sont arrivées, qu'on a observé. Il y a des choses, enfin, c'est là que c'est bien d'avoir ce genre de type. Parce que quand t'es tout seul et que t'observes ce genre de choses, tu rends pas compte. Parce que tu dis c'est pas possible, on va me prendre pour un fou, c'est l'attente qui m'a rendu fou, je suis dans une autre dimension, je vais pas dire ça parce que je vais me faire virer quoi. Ah oui. Et lui en fait, du haut de son expérience, il sait ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai et tout ça, parce que bien sûr on voit des choses aussi qui ne le sont pas forcément quoi. Je me suis approché de lui. Je me suis approché de l'homme, immobile.
vent tentait d'emporter son épaisse toge qui couvrait son corps entier, hormis les yeux. Ses grands yeux, d'un bleu roi profond, qui fixaient l'horizon avec ce regard dur et impassible, si caractéristique du mentor. On gâte tout. L'ennemi prend toute forme. Ça, je le savais pas, pour moi l'ennemi c'était quoi? C'était un gars avec une petite baïonnette qui arrivait, qui t'attaquait avec une petite dague, tu sais. Pas du tout, ça prend toute forme. L'ennemi prend toute forme. Il est différent pour chaque personne ou pas? Chaque personne le verra différemment parce qu'il prendra une forme différente à chaque fois. Mais au final, à un temps donné, c'est la même personne, c'est la même chose, c'est la même... Après, ça dépend du point de vue aussi. Ouais, c'est compliqué à t'expliquer. T'as fait guetteur un peu? Bah, je m'y suis retrouvé quand je suis arrivé dans le mall. Ouais. C'était une de mes premières... Enfin, c'est en étant guetteur que j'ai rencontré le mentor. Ah oui. T'as fait guetteur combien de temps? Enfin, combien de temps? Façon de parler, on sait pas, mais... Pas longtemps. En temps absolu, pas longtemps. Enfin, si c'est pas longtemps en temps absolu, je pense que du coup t'as pas eu ces histoires de t'étais complètement transporté, enfin... Tu sais, quand tu attends, quand tu guettes, hein, enfin, on va appeler ça attendre. Quand t'es en attente comme ça, t'es pas dans le même monde, mec, t'es différent, T'avais des gens qui t'attendaient dans l'autre monde, enfin... Dans l'autre monde, enfin, je vais y venir, mais... Dans le mall? Dans le mall, t'avais des gens avec qui t'avais parlé avant de partir et qui t'a reparlé après en y retournant? Il y avait juste Maya. Maya. Cyprien, qui avait bien connu le mentor, était un pilote. Je ne l'ai rencontré que bien après cette expérience, à attendre le rien, quelque longtemps après avoir servi les légions du Maule, surveillant l'horizon auprès de ce guetteur qui deviendrait mon point d'ancrage, auprès de cet homme qui, par la suite, incarnerait pour moi la certitude d'une raison, même d'une folle raison, quand tout semblait relever de l'absurde. Mais quelque temps avant moi, et sans doute de manière bien plus assidue, Cyprien avait lui aussi appris de cet homme l'art de la surveillance du Maule. Et lorsqu'il fut ensuite question de se choisir une voie, lui et moi avons eu le point commun de vouloir prendre de la hauteur. Lui s'est engagé dans l'aviation militaire pour surplomber le Maule, et moi dans les études de la pensée pour essayer de le surpasser. Il vola des années et des années, jusqu'à notre rencontre, lors d'un violent crash qui lui fit ensuite quitter l'armée pour rester sur Terre. Un crash que nous vous raconterons tous les deux, très bientôt. Alors que nous y étions tous deux de passage, j'ai récemment eu la chance de recroiser le chemin de ce pilote, quelque part dans les montagnes du Maule. Nos chemins allaient dans les mêmes directions. Alors un soir de bivouac, nous avons découvert cette proximité que nous avions d'avoir tous les deux fréquenté le guetteur. Et c'est à cette occasion que je me suis entretenu avec lui pour éclairer le mystère des derniers actes du mentor. Maya, ça lui va bien? Ouais. La tendresse, c'est quelque chose qui te va droit au cœur et qui fait fondre tous tes problèmes, j'ai l'impression. Qui fait fondre tes problèmes? Ouais, tu la vois et c'est un peu ce que je ressentais, tu vois. C'est une personne, tu peux tout lui dire. Elle va t'écouter, elle va te comprendre et elle va te faire comprendre, surtout. Elle va te faire comprendre pourquoi t'es comme ça, elle va te faire comprendre toutes les questions, tout ce que tu dis et elle va venir t'aider, te tendre la main. C'est quelqu'un avec un énorme cœur et qui viendra te tirer vers le meilleur de toi-même. Elle viendra t'améliorer et te tirer vers le haut. Pour moi, c'est Maya. Ouais, le temps s'arrête à côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu penses que c'est dans ce rapport au temps qu'elle est aussi liée au mentor? Probable. Le mentor, en fait,
C'est un peu un être sur plusieurs dimensions, tu vois. Moi j'ai attendu, mais lui à côté c'est pas de l'attente qu'il a eu, c'est beaucoup plus. Lui il a traversé les dimensions, il était dans plusieurs endroits, Et vous observiez quoi, vous? Là c'était en l'occurrence plutôt une ligne de front, un endroit stratégique, un endroit sensible, surtout sensible. C'était un point sensible où en gros il pouvait arriver des choses, n'importe quoi en général. J'ai pas déjà entendu ce Rien slogan. dire à propos de ça. J'ai Ouais. pas le droit de te le dire, je pense. Il y a des choses qui nous sont arrivées, qu'on a observées. Attends. Il y a des choses. Enfin, c'est là que c'est bien d'avoir ce genre de type. Mais tu m'as déjà dit ça. Parce que quand t'es tout seul et que t'observes ce genre de choses, tu rends pas compte. Parce que tu dis c'est pas possible, on va me prendre pour un fou, c'est l'attente qui m'a rendu fou, je suis dans une autre dimension, je vais pas dire ça parce que je vais me faire virer, quoi. Ah oui. Et lui, en fait, du haut de son expérience, il sait ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai et tout ça, parce que bien sûr, on voit des choses aussi qui ne le sont pas forcément, quoi. Et C'est quoi, par exemple, des choses de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai? il y a des choses qui se passent dans ta tête, quoi. Quand t'es en attente comme ça, parce que quand tu guettes, ton métier c'est pas guetteur. Ton métier c'est d'attendre. Ton métier c'est d'attendre, de regarder au loin, et d'attendre, et de rester focus, quoi. Ok. Et donc... Donc ouais, toi, t'as eu des expériences comme ça, de choses qui étaient dans ta tête, que t'as pu confondre, ou est-ce qu'il t'a aidé à faire la différence entre les deux, ou est-ce que t'as des situations comme ça, des exemples? Ouais, bien sûr. Il y a cette fois où on était là, et puis on s'est fait attaquer par le sable. Par le sable? Par le sable. Donc t'as le sable qui commence à monter et tout. Il te prend, et puis t'as l'impression qu'il te fait suffoquer et tout. Enfin, mais... C'est une tempête? Non, c'était juste un verre d'eau, mec. C'était un verre d'eau qui était arrivé, qui était à côté, et pour le coup, le verre d'eau, lui, il a identifié, il savait ce que c'est, il est arrivé, il a renversé, c'était fini. Fin du game. Ok. Et il s'était passé quoi alors? On s'était fait attaquer par un verre d'eau. Non mais c'est fou, tu vois, c'est ce genre de choses. Ouais. Je fais un compte rendu, je fais pas de compte rendu. Oh non, un verre d'eau, t'arrives, tu le maîtrises, tu le vides, c'est bon, c'est terminé. Ok. Alors que... C'est pas le vrai ennemi? Non, pas du tout. Le vrai ennemi, il court partout, il sait même pas où il va. Ouais. Il sait pas où il va, il sait pas où il est. L'ennemi que tu surveilles de l'autre côté? Ouais, exactement. Il sait pas. Et toi, tu sais pas qui il est, ce qu'il est, quelle forme il prend, ça varie, ça change. Et lui, il savait? Lui, il sait tout. Lui, il est pas très bavard, ce type. Tu lui as parlé un petit peu? Tu l'as vu, toi? Moi, je lui ai parlé beaucoup. Ouais. Et il me répondait très peu. Ouais. Il y a une période où il me parlait un peu plus. Mais récemment, il a essayé de me tuer. Alors ça m'intrigue, parce que s'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons. Bah justement, moi j'essaie de comprendre pourquoi il a essayé de me tuer. Ouais, ce genre de truc. Mais bon, c'est... Bref. Du coup, cette Maya, en fait, tu lui as parlé avant, tu lui as parlé après. Est-ce que les choses avaient changé entre ces... Est-ce qu'elle te comprenait encore? Entre quel moment et quel moment? Entre avant et après avoir attendu. En fait, je la connaissais avant d'avoir attendu, Mhm. mais la première fois que je lui ai parlé, c'était après. Ok. Tu connais Maya? Non. Je me suis d'abord dit qu'il était complètement fou. Le nom de Maya, associé à celui du mentor, semblait lui évoquer une dualité étrange, comme s'ils avaient toujours été des compléments l'un de l'autre. Et même si le pilote n'avait jamais croisé le chemin de celle que j'avais tenté de retrouver pendant une éternité, il apparaissait que la fonction de guetteur construisait une indéniable proximité avec elle, qui peut-être résidait seulement dans l'attente et la crainte de sa perfection. Est-ce que c'était donc Maya, cet ennemi indiscernable? Maya, ce mystère, cet idéal impossible que, dans nos premiers pas dans le môle, on ne nous présentait pas, mais nous apprenait à infiniment espérer et attendre. Dans son immobilité à fixer le lointain, le mentor s'assurait en tout cas que le mouvement du mystérieux ennemi restait bien où il était, dissimulé loin, très loin, derrière les tout derniers horizons du môle. Mais sa fonction, elle est quand même vague.
Enfin, elle est pas hyper... Son comportement dans l'histoire que t'as vécue est vague, mais la fonction de guetteur, elle est déterminée au sens où t'es là pour protéger quelque chose, des intrus. Et qu'est-ce que t'étais sinon un intrus ? Mais alors pourquoi il viendrait, lui, s'introduire dans la réalité de tous les jours ? Il n'y a rien à faire là, c'est pas sa place. C'est sa place si ça rentre dans sa fonction. Si c'est une manière de protection. La question c'est en quoi t'es toujours une menace. Enfin, en quoi tu n'étais pas une menace mais maintenant tu en es une. Et qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas, je me demande, est-ce que t'es complètement partie de là-bas ? Du môle ? Qu'est-ce qui pourrait rester ? Je sais pas, si lui il est là-bas mais d'une certaine manière il est là, pourquoi ça pourrait pas t'arriver à toi aussi ? Donc il y aurait une partie de moi qui serait toujours là-bas et j'en aurais pas conscience ? Ouais, peut-être. Si t'étais resté là-bas, qu'est-ce que tu y ferais ? J'errerais. T'agirais pas différemment d'avant. Si t'étais resté coincé là-bas, sans espoir d'en sortir jamais. Je me serais enfoncé dans ce qui est le plus paradoxal dans l'architecture du môle. Je me serais enterré dans un coin du môle, dans un endroit où il n'y a rien d'intéressant, et j'aurais subi. T'aurais pas cherché à saper les fondations du môle ? Si j'y avais été vraiment résigné en mode il n'y a rien d'autre à faire que d'être là. Je sais pas, saper les fondations du môle, ça aurait été encore un effort vain, non ? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu un effort de jeunesse dans le môle, d'en saper les fondations. Genre que quand j'étais un jeune étudiant de la pensée, j'avais envie de saper les fondations. Et qu'une fois qu'on se rend compte que c'est pas qu'elles sont trop solides, parce qu'en vrai elles peuvent être défoncées facilement, mais qu'elles seront reconsolidées derrière toujours plus solidement, et que au final les défoncer une fois ça sert à rien. Ça rend un peu la tâche vaine. À moins qu'il n'y ait plus personne pour reconstruire. Oui, dans ce cas-là tu dois d'abord tuer tout le monde. C'est un peu triste. Il y a pas beaucoup de gens qui reconstruisent en même temps, c'est juste les architectes. Ouais, mais comment tu... Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est un problème c'est l'abandon qui lui a pas plu. Que t'abandonnes le môle ou que tu l'abandonnes lui ? Non, que j'abandonne cette entreprise de sap. Ah, tu penses qu'au contraire, lui, en tant que guetteur, ça lui tenait à cœur que tu sapes ? Que je fasse ce pourquoi j'étais là, et moi dès le premier instant où j'ai été au môle, j'ai dit que c'était un paradoxe et que ça devait tomber. Il m'a accompagné, il a jamais essayé de me tuer à ce moment-là. Donc peut-être que... Ouais, mais en même temps il t'a laissé partir. Il t'a accompagné au dehors. Pour Cyprien, le pilote, l'attente avait été viscérale, comme un oubli de soi, une période que l'on dédie entièrement à ce qui est attendu, un moment où sa propre vie s'arrête, où la limite qui nous sépare de ce qui nous entoure est brisée. Dans son attente, l'incalculable avait pris le dessus sur les constantes de sa vision, et le mentor l'avait aidé à discerner la réalité de cette absence de temporalité informe, où il menaçait constamment de s'échouer. Je compris après coup en quoi consistait réellement cette sorte de rite de passage, ce moment normal de l'arrivée au môle que tout le monde éprouve à sa manière, mais dont seuls les rêveurs qui savent voir les choses en grand peuvent ressortir. Et c'est sans doute le grand succès de cette épreuve qui permit à Cyprien de se hisser jusqu'à la rare position de pilote chargé de la surveillance du môle. De mon côté, cette expérience n'avait été que la quête d'un ennemi. J'ai plissé les yeux, et loin derrière la rivière, j'ai vu les lents mouvements de minuscules formes humaines qui couraient en tous sens,
les lents grouillements d'une foule que la houle du danger remue au loin, tranquillement. Alors j'ai commencé à décrire à mon nouveau compagnon ce que je voyais. Je lui ai dit qu'avant, je regardais les mouvements d'une foule comme si j'en étais. Que, de toute façon, quand je le faisais, à part quand je le voyais à la télé, bien sûr, j'étais toujours si proche de la foule que je pouvais pas m'empêcher de l'observer, comme si je regardais mes pieds en penchant la tête vers le sol. J'étais la foule, quoi. Et je me souviens d'une fois, place de la République. Tu connais la place de la République ? C'est un peu comme ici, hein, mais beaucoup plus petit, avec quelques arbres, et puis au milieu, il y a une grande statue qui pendant un temps fut toute belle, avant de se voir toute taguée. Les gens y vont, ils s'y retrouvent, mais pas comme ici quand on a besoin de leur secours, mais au moment où on a besoin de quelqu'un d'autre. Donc j'étais au milieu de cette foule en attendant ce mystérieux-là, place de la République, et j'observais les mouvements des uns et des autres, les avancées globales, les malaises par-ci par-là, les cris de certains originaux, et les vagues de slogans qui s'élongeaient en se scandant successivement d'un bout à l'autre de l'arène. Parce que c'était ça en fait, c'était une arène, quelque chose comme une fosse aux lions. Mais je le vis pas tout de suite, ça. En fait, je me voyais comme une petite écrevisse, paisiblement ballottée par le fond calme de mon océan, jusqu'au jour où j'ai regardé cette eau, dont l'impureté m'avait auparavant pas troublé, et je l'ai regardé de la manière dont tu peux regarder maintenant le fleuve. Et depuis, je peux pas m'empêcher de voir ces nuées d'hommes comme autant d'étoiles, que je peux compter une nuit sans lune, et plus encore que j'en pourrais compter depuis un ailleurs, sombre, éloigné de la terre. Je me suis tu quelques secondes, fichant mes grands yeux bleus dans l'horizon d'un regard dur et impassible. Lorsque je retournai enfin la tête vers lui, le mentor avait tourné vers moi son visage découvert et m'observait, silencieusement. En fait, t'es appelé, tu pars pour guetter, en fait, mais à partir de maintenant, je vais plus employer le mot guetter, parce que guetter, c'est juste attendre et regarder. Il s'est rien passé. Donc qu'on soit clair dès le début, il s'est rien passé, donc tout ce qui est ennemi, à part le verre d'eau qui était renversé, il s'est rien passé. Et du coup, dans ton attente, on te dit, vas-y, tu files, tu sais pas pour combien de temps, tu sais pas ce que tu vas devenir, tu sais pas ce que tu vas faire, et chaque jour, tu sais que ça va continuer, tu sais pas pour combien de temps, tu sais pas où tu vas, en fait. T'y vas, tu dis, tu restes bien sûr en communication un peu avec les autres, et c'est là que tu sens en fait que c'est différent. Tu sens que tu commences à t'échapper de la temporalité actuelle et que c'est plus la même chose en fait. Tu ressens plus la même chose que les autres parce que au début t'essayes de faire du sport un peu à côté, t'essayes de rester un petit peu en contact avec ta routine d'avant, et après tu te rends compte que le temps change en fait. Tout s'accélère, tout ralentit. En fait, t'es totalement déphasé, t'es plus dans une même dimension, t'es à côté, quoi. Tu te sens vite débordé alors que t'as rien à faire. Tu sens que t'as énormément de temps alors que, en fait, t'en as pas. Tout change, en fait, t'es plus pareil. Il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose en toi qui s'échappe et t'es plus la même personne pendant cette attente. Donc on te dit, vas-y, c'est parti, tu seras là 3 semaines, ça se trouve t'es là 1 mois, 6 mois, tu sais pas. Et tu sais pas, en fait, t'as plus d'objectif. Toi t'es juste là à attendre et... Chaque jour c'est la même chose et pourtant tout est différent. Et tu t'en rends vraiment compte, en fait, c'est quand tu communiques avec l'extérieur. Le monde extérieur, il devient totalement différent. Plus personne te comprend. T'envoies des messages, les gens sont ouais, je sais pas, je te comprends pas, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça.
Mais en fait, tu sais pas si c'est eux qui ont changé, si c'est toi qui as changé. Quel genre de message? Je sais pas, c'est... Genre de message, tout simplement... Banal ou... sur du banal de chez Banal. Genre salut, ça va? Salut, ça va? Tu réponds oui, en fait, est-ce que ça va? Enfin, c'est tout con, c'est le truc classique, mais un truc... T'as bien dormi, tu sais pas en fait, parce que tu dors plus forcément bien, mais tu sais plus comment c'était de bien dormir en fait. D'accord. Donc en fait, c'est en train de te... Ça t'emmène... C'est ça, ça t'emmène vers quelque chose d'amorphe. Il y a tout qui s'échappe, toutes tes émotions s'échappent, tous tes sentiments s'échappent. Si t'avais un peu d'amitié, d'amour ou quoi que ce soit, tu vois, tout s'échappe, tout s'évapore. En fait, dans ton attente. Si tu travailles rien, en fait, c'est comme de l'eau au soleil. Ce verre d'eau, il nous a attaqué parce qu'il était couvert ou quoi que ce soit, je sais pas. Parce que nous, si on était des verres d'eau, on serait évaporés, on serait juste des verres vides. Quand t'attends comme ça, t'as plus rien en fait. Toute ta personnalité s'évapore, s'échappe. Et donc forcément, on demande si ça va, bah tu réponds oui parce que tu te souviens qu'il fallait répondre oui. Mais en fait, t'es quasiment sûr que plus rien ne va. Et en fait, tu le sais plus parce que t'es vraiment dans un monde différent. Alors que tu peux être à côté, je peux être là à côté dans la chambre à côté. On n'aura plus rien en commun. Tu penses que c'est dans cette situation-là ou dans cette ambiance-là, c'est ton rapport au temps qui modifie ta perception ou ton rapport à la réalité? Je pense que c'est plus trop ton rapport au temps, c'est ce que le temps t'a fait en fait. Tout s'accélère parce qu'en fait c'est un peu comme si t'étais retraité et que tu devenais vieux, tu perdais la boule et tout ça. C'est tu prends 30 ans sur 3 mois quoi. Et encore 3 mois, je sais pas combien de temps j'ai passé avec le guetteur. Mais c'est pas ton rapport au temps parce que t'as plus de rapport justement avec le temps. Donc tu peux pas dire c'est le rapport au temps qui m'a fait ça parce que tu sais plus qu'il existe en fait et tu sais plus ce que t'as à faire, tu sais plus où tu vas. C'est vraiment ça en fait, le truc c'est que ça te rend amorphe et t'es totalement à part des autres et tu mets beaucoup de temps à revenir. Une fois que t'as fini d'attendre, quand tu reviens, là tout est différent et en fait rien n'a changé. C'est toi qui es totalement vide et tu dois juste te re-remplir. Tu dois te re-remplir de tout ce que tu avais avant, de reprendre des forces mentales, psychologiques, te refaire à ta dimension, te refaire à ta temporalité. Ton rapport au temps il est bouleversé parce que tu sais plus quelle relation t'avais avec lui avant. On te disait bah tiens, je te dis n'importe quoi, tu vas faire à manger. Avant tu disais tu le faisais en une demi-heure et maintenant bah, tu sais plus ce que c'est en fait une demi-heure. Donc tu peux le faire sur 2 jours et être débordé parce que t'as juste fait à manger. Je sais pas si tu te rends compte. C'est avant t'observer juste tout s'arrête et tout s'accélère. C'était une dilatation mais c'est surtout une variation quoi. C'est incroyable. Et tu as retrouvé ça parce que t'as énormément voyagé, t'as beaucoup volé dans le mall. Ouais. T'as retrouvé ça en vol ou dans tes voyages ou ailleurs dans le mall? Alors le mall, moi j'y suis... Première fois que j'y suis allé, bah, c'est la fois où on s'est rencontrés. Ouais. Et sinon... En fait t'as atterri dans le mall un peu par hasard. Parce que complètement par hasard. T'étais pas censé finir là. Ouais, complètement. Et c'est vrai que finalement, comme tu dis, j'avais aussi ce genre de lien avec le temps pendant le vol. Mais sauf que là t'as une mission, t'as un objectif. Ouais. Ton objectif c'est d'être. Et donc tuer. Tuer. Et alors je pense que c'est ce qui est dû arriver au mentor. Tuer. C'est vrai qu'avec le mall, j'avais totalement cette relation avec le temps. Je savais pas où aller, je ne savais pas comment y aller. En fait, je suivais ce qu'on m'indiquait et au final, il n'y avait plus aucun sens dans... Ça avait tout un sens et et zéro sens en même temps, quoi. Bah c'est ça, parce que moi je me souviens juste après ce crash, quand t'étais dans ta carcasse d'avion, là. C'était quoi comme avion? C'est un P-38. Un truc ça vole bien, ça. Un truc fiable et tout, mais il arrive de temps en temps que forcément qu'on n'a plus l'assistance de direction. Bah voilà. Quand on donne plus la direction, bah forcément t'es perdu parce que t'as toujours été habitué à ce qu'on te guide, à ce qu'on te dise. On te prenne pas la main en fait. On te tient par la main, on dit allez viens par là, allez viens par là, tu suis. Tu te poses des questions, au début tu dis oui c'est bon j'y vais parce que on m'a demandé d'y aller.
Et tu dis pourquoi est-ce qu'on m'a demandé d'y aller, tu réfléchis, tu dis ah oui c'est ma mission, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais au final on te prend tellement la main que tu réfléchis plus, tu te poses plus ces questions. C'est comme tu respires, au début tu dis ah je respire parce que oxygène, je dois virer mon CO2, sinon bien sûr. Oui. Enfin, Tout con. Et puis moi depuis que j'ai 2 ans, perso je me pose plus la question pourquoi je respire. Ouais. Enfin, j'ai plutôt assimilé le principe, je sais pas si tu vois. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire? J'ai assimilé aussi, je crois. Donc voilà, pareil ton cœur, tu te poses plus la question pourquoi tu le fais battre. Moi j'ai arrêté. T'as arrêté de battre? Non, de me poser la question. Ah oui, c'est mieux. Et en fait, c'est exactement ça en fait. On te dit, tu respires, tu dois respirer, tu le fais naturellement. Ouais. Au final, on te prend par la main, on te dit, tu suis ton aiguille, Ouais. qui ne sont plus des aiguilles d'ailleurs, donc comment voulez-vous suivre un cap sans aiguille? C'est une autre question. On n'est plus aiguillé en fait finalement. On n'est plus aiguillé. Donc tu suis ta mission, 5 degrés gauche, 5 degrés droite. Tu suis, tu fais ta mission. Tu continues à voler. Et tu voles non-stop, et tu sais plus pourquoi au final. Et quand tu perds ce cap, quand t'as plus aucun cap, plus aucun endroit où aller, forcément t'es perdu parce que tu te rappelles plus, t'as arrêté de se poser toutes ces questions de savoir où je vais et pourquoi j'y vais. Donc si t'as plus de raison, si t'as plus de capacité, si t'as plus de raison, si tu sais plus comment faire parce qu'on t'a pris par la main tout ce temps-là, forcément, quand tu perds ta main qui te guide, quand tu perds ton cap, quand tu perds ton aiguille, tu te craches. Tu te souviens, c'était quoi ta mission? C'était de... Non, je me rappelle plus. Aucune idée. Aucune Même idée. pas quel type de mission. T'as quoi comme type de mission? T'as les missions d'attaque, missions de défense et les missions stratégiques. Ok. C'est Attaque, quoi, attaque, c'est plusieurs raisons. T'as attaque préventive. Donc sur les missions d'attaque, soit il y a des gens ou des gars au sol ou un objectif qui te menace. Donc tu vas détruire cet objectif. Le verre d'eau. Le verre d'eau. Exactement. Tu le vois qu'il arrive, il t'attaque, tu renverses le verre d'eau, c'est fini, il n'est plus. T'as plus une attaque stratégique, du coup là ça vise à... c'est préventif. Donc là c'est à détruire avant que ça t'attaque. Ok. Après t'as tout ce qui concerne un petit peu le stratégique, donc t'as l'observation, tu observes, tu regardes comment ça se passe, tu observes l'ennemi. C'est un peu guetteur. Ça c'est au sol ou en vol? Un vol. C'était peut-être ça ma mission. D'observer. Je pense que c'était ça, c'était observer. Et on observe quoi dans le mall? Dans le mall, la redondance. Quand on perd de la redondance, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi la redondance? La redondance, c'est quand tu ouvres cette porte et qu'elle te mène toujours au même endroit. C'est que tout se passe comme prévu, que chaque chose soit à sa place et que personne ne se rende compte de rien en fait. S'il y a quelque chose qui sort du cadre, quelque chose qui n'est pas à sa place, nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on observe. On transmet, la direction prend en compte et on continue notre mission. Donc au final, c'est une mission en continu. On observe, on observe, que tout soit dans son cadre, que rien ne sorte de sa place. Si c'est le cas, tant mieux. Et c'est le guetteur qui t'a appris, c'est le mentor qui t'a appris... Il m'a appris beaucoup, mais lui c'était plus un guetteur. Moi quand je l'ai rencontré, je sais pas toi, mais moi il était surtout en observation d'ennemis. Ouais. Et là c'est pas l'ennemi que tu surveilles, c'est le cadre. C'est le cadre que tu surveilles en fait. T'es déjà allé entre deux mondes? En fait, c'est pas un endroit, c'est entre deux endroits, justement. Là où ça te fait vraiment réfléchir, c'est quand t'es entre le réel et le paradoxal. Et c'est là, justement, que t'as un petit peu ces fuites d'idées. Donc il y a des lieux comme ça dans le monde. Ah, bien sûr. Bien sûr. On a ça entre deux affluents. T'as deux rivières, par exemple, une rivière où tout se passe comme t'as l'habitude de voir. Pour toi, c'est ce qui est normal, parce que tu as l'habitude de voir ça. Donc tu as un fleuve où tout se passe bien, où les bateaux flottent sur l'eau, ouais. Où quand tu marches sur du dur, quand tu
chaque chose t'appartient. Je veux dire, tu ne partages rien avec personne, tu es toi-même, quoi. Et tu as cette autre rivière où le bateau ne flotte pas, c'est l'eau qui flotte. Tu as un petit peu ces couleurs différentes qui ne sont plus des couleurs, mais qui sont des sons, Tu as tout plein de choses différentes, en fait. Et t'es dans une autre temporalité, dans une autre réalité, comme si tu attendais, d'ailleurs, pour faire un petit peu le lien avec l'autre chose. Et en fait, c'est dans ces deux jonctions, à ces endroits-là, il y a un petit peu des fuites, parce que forcément, tu peux pas lier le paradoxal. Il y a des gens qui ont essayé. Mais forcément, ça crée des gros problèmes et la direction n'aime pas ça. Et là, en fait, ce qu'on a observé, c'est que dans ces zones un petit peu de confluence, on fait ça. Donc il y a des rivières, comme ça, des fleuves un petit peu. Il y a aussi des jonctions de réalité dans des endroits plus particuliers, comme dans des marécages un petit peu. Okay. Quand tu passes un petit peu au-dessus du marécage. On fait ça dans les wagons. Tu as ça entre l'arrière du train et l'avant du train. Ouais. Je sais pas si t'as déjà regardé ce qu'il y avait dans les wagons de derrière. J'ai déjà vu, ouais. Tu vois. Ça t'a fait réfléchir ? L'horizon paraissait infini. Dans des salles du mall comme celle-ci, on en venait à douter du fait que le mall était bien un édifice fermé, un monde clos. Certains guetteurs disaient que c'était pour troubler l'ennemi, pour lui faire croire des choses sur le mall qui l'éloigneraient de sa réalité effective et donc de ses fragilités. En dessous de l'épave, l'eau s'étendait sur des kilomètres. Elle laissait tout juste l'espace à notre champ de vision de deviner une rive très loin de l'autre côté. On ne distinguait pas de quoi était faite cette rive. Tout ce qu'on pouvait y voir, c'était les incessants mouvements des milliers de personnes qui s'agitaient en nuées, en tous sens, comme pris d'une folle confusion. Et derrière cette ligne d'horizon, seule l'indiscernable nature du mall se dressait. Aucune couleur précise, aucune atmosphère céleste, ni l'ombre d'un mur, d'une structure ou d'un bâti quelconque. Seulement un voile flou, un voile comme immatériel, rendu presque inexistant par les écrasantes questions sur le mall que levait l'indétermination de sa présence. Je plissais plus les yeux, essayant de discerner quelque chose de ce voile obsédant. À côté de moi, toujours aussi stoïque, le mentor avait également repris sa surveillance et fronçait les sourcils en contemplant le lointain du mall. Je me souviens avoir essayé de voir s'il observait les grouillements de la foule ou s'il observait le voile. Mais impossible de le savoir. Dans la distance, le voile recouvrait également la foule, si bien qu'il couvrait de son mystère non seulement l'ennemi, mais également son identité et la nature de sa volonté, dont le grondement, parfois, arrivait jusqu'à nous, s'élevant des profondeurs reculées de cette salle infinie du mall. Est-ce que tu as déjà rencontré des architectes du mall ? Je pense que la direction on a déjà rencontré. Ils travaillent ensemble, non ? Ils travaillaient ensemble, je pense. Ouais. Je pense qu'ils travaillaient ensemble, mais il y a eu un point de rupture. Il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé. Peut-être que le travail des architectes rendait trop difficile la surveillance par la direction ? La volonté des architectes, surtout. Ils l'ont pas créé pour ce que la direction en a fait. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ? La direction, elle veut plus que les choses bougent. Les choses sont bien comme elles sont. Elle veut que tout reste dans son cadre. Les architectes, ils ont dû vouloir vraiment créer la perfection ultime, sans aucun défaut. Ok. Mais en créant cette perfection, ils ne voulaient plus de contrôle. Je pense que les architectes du mall, ils voulaient que... Ça faisait partie de leur idée de la perfection, de voilà, pas avoir de que ça soit autosuffisant. Donc en fait, vous êtes l'incarnation d'une imperfection du mall. Une incarnation du contrôle, je pense.
Ouais, mais donc ça montre bien que le môle a besoin d'un contrôle, et donc qu'il est imparfait, en tout cas tel que les architectes le conçoivent. C'est ça ? En temps normal, je t'en aurais pas parlé. Mais il y a une faille, c'est sûr. Ah. Il y a une faille. La Il y a direction, quelque chose. La direction l'admet ? Comme je te dis, j'ai pas de contact. Moi, j'ai juste l'assistante de direction qui me dit quoi faire. Mais si on me dit de faire ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une faille. Ok. On peut. Mais vous avez pas le droit, les pilotes, vous avez pas le droit de vous interroger sur ça, ou de poser des questions Non, sur ça. non. Il y a une faille quelque part. Il y a quelque chose. Il y aurait pas ce contrôle-là sinon. Ouais. Vous le voyez pas au sol, hein, bien sûr. Je pense que. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que, à mon avis, que les architectes sont plus avec la direction. Les architectes sont à part, ils font leur boulot, la direction à côté. Ils travaillent séparément maintenant ? J'ai l'impression. C'est le ressenti que j'en ai. Une faille comme ça reste pas. S'il y a une faille comme ça, je suis architecte, j'essaye de la supprimer, la direction veulent plutôt le contrôler. Et que ça ne se sache pas. Ah d'accord. Cette rupture de réalité, je pense qu'ils veulent plus que ça se produise. Mais il y en a eu souvent, ou à part le cas du Ouais, wagon, je pense que t'es bien placé pour savoir. Moi je sais qu'il y en a eu au moins une, Ouais. mais est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Est-ce qu'il y en a régulièrement ? On communique pas avec les autres pilotes. Ah bon ? C'est l'assistante de direction, tout passe par l'assistance de direction. Ok, elle sait tout. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Et pareil, je pense qu'elle doit transmettre. Pour pas qu'il y ait d'échange d'informations, c'est vraiment un tampon entre les pilotes, la direction et peut-être d'autres services. Il y a sûrement tout plein d'autres services. Il peut pas y avoir que 4 pilotes qui... D'accord. Du moins, je pense. Je devais trouver cette assistante de direction. Mais comment retrouver quelqu'un dans le môle ? Ce môle infini, où toute cartographie est impossible. Ce môle où on ne retrouve jamais 2 fois le même endroit. Et où pourtant, dans son infinité, j'avais eu la chance de recroiser certaines de mes anciennes rencontres pour les interroger ici, dans ces réalités entre deux. Une fois encore, j'avais là la preuve, toujours plus marquante, des paradoxes du môle. On pouvait retrouver son chemin, chaque départ devait être un adieu à tout jamais, et pourtant j'avais eu la chance d'y retrouver mes invités. Malgré la probabilité infiniment faible de les revoir, le hasard m'avait permis de défier la fatalité, et plusieurs dizaines de fois, comme avec certitude. Alors, sans désespérer d'avoir de nouveau la chance de trouver ce que je cherchais, je me suis remis en route. Au petit matin, après avoir dormi sur cet espoir de diriger mes pas vers l'assistante et sa direction, j'ai repris la marche, gravissant les toujours plus colossales montagnes du môle, accompagné du pilote, qui s'était proposé de m'emmener avec lui jusqu'au grand hôtel des Alpes, où il se rendait, et où, selon lui, les plus illustres penseurs du môle se trouveraient. Mais ce qu'on allait y découvrir, je vous le réserve pour plus tard, car il y avait bien d'autres terres que j'avais parcourues, et bien d'autres rencontres décisives que j'avais pu faire jusqu'au moment de cette ascension. Est-ce que t'étais destiné à y rester, en fait ? Je sais pas, ça dépend des moods. C'est-à-dire ? Ça dépend des... Il y a des moments où je me dis que tout ce que je mérite c'est de rester enfermé dans le môle et de subir son paradoxe. Et d'autres moments où je me dis non, ma place est vraiment ailleurs, ici, hors du môle, dans la réalité de tous les jours. Mais... Du coup, tu vois bien que t'es entre deux. Ouais. Qu'il y a des moments où tu te conçois comme devant être là-bas. Et d'autres moments ici. Et donc en fait, c'est juste que j'ai le cul entre deux chaises. Oui, peut-être. C'est peut-être ça qui lui plaît pas, hein. Tu sais pas. Parce qu'en fait, c'est un truc qui contredit à la fois l'existence du môle
Et à la fois, ce monde-ci non plus. Enfin, je veux dire, aucun monde ne supporte l'existence de quelqu'un qui est entre deux. Ça sape le fonctionnement de l'un et l'autre. Donc c'est intolérable, un entre-deux. Il faut pas qu'un entre-deux existe. C'est ça l'idée l'idée qu'au fond, le môle est, tout en rejetant le manichéisme, est profondément manichéen. Non ? Bah oui, moi je pense. Ça aussi, ça fait partie du paradoxe du môle, c'est que tout ce qu'il affirme et tout ce qu'il rejette, c'est les mêmes choses. Et quand on est en plein dedans, on voit pas ce truc-là, mais quand on prend un peu de recul, ça saute aux yeux, quoi. Et à ton avis, qui d'autre a pris du recul à part toi ? Bah, j'ai l'impression que beaucoup de monde a ce recul-là, mais que la plupart des gens s'en accommodent et s'en inquiètent pas. Et que les gens il y a beaucoup de monde qui passe énormément de temps entre deux réalités, qui passe beaucoup de temps au mall et qui passe beaucoup de temps à Paris, si ça doit être la différence, mais qui s'inquiètent pas de savoir pourquoi on pourrait passer de l'un à l'autre. Et juste qui apprécient de pouvoir le faire. Et qui se posent pas un seul instant la question de la différence entre les deux. Parce que entre le mall et Paris, enfin je dis Paris, mais parce que là c'est là où je suis, mais entre le mall et ici, il y a à la fois tout et rien comme différence. Enfin Non mais pardon, j'approuve ce que tu dis, mais du coup je sais pas quoi renchérir. Je suis d'accord avec toi. Non bah laissons ça sur une note suspendue. Entre deux ? Ouais. C'était un épisode de Réalité entre deux. Un podcast proposé par Rémi Kuntz. Présenté par Marc. Avec les voix et récits de Louise Dewage, Marion Kraft et Cyprien Mercier. Soutien technique de Vagra Magami et du studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous sentez une proximité étrange entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentredeux@gmail.com, au pluriel et en toutes lettres. Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part. Je l'espère. À bientôt, Marc. À bientôt. Et merci d'avoir été là.